Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 23 décembre 2021. Alors, on parlera de Bitcoin pour le moment qui continue de consolider un petit peu. On parlera également d'Ethereum très rapidement. Je vais pas trop me focus sur eux parce que la situation ne bouge pas énormément. Et je vais parler aujourd'hui de Matic qui est toujours à la poursuite de son nouvel ATH. Donc, on a fait un nouvel ATH tout récemment. Je crois que c'est aujourd'hui, ça s'est fait dans la nuit, je crois. Donc, on va parler de ça. Est-ce qu'il peut suivre une courbe comme le Luna, par exemple? Quels seraient les objectifs à venir chercher? Et on parlera du CKB qui est aussi beaucoup revenu en commentaire. J'ai vu récemment, on verra techniquement ce qu'il en est, quelles seraient les stratégies à pouvoir envisager, etc., etc. Alors Bitcoin, rappelez-vous, le premier élément c'est cette compression ici entre nos deux EMA, donc le marché qui est en train de se contracter ici. Si on casse l'EMA bleu ici, donc qui est l'EMA 18, on pourrait venir revisiter le haut du range ici. Ok. Si on casse ici l'EMA 9, donc l'EMA en jaune, on pourrait venir nettoyer un petit peu les acheteurs court terme et revenir visiter proche de ces bottoms pour tenter ensuite d'avoir peut-être la structure qu'on attend justement de l'autre côté de la trendline pour récupérer un bon momentum haussier. On n'oublie pas également les options comme d'habitude, les grosses expirations du 31 décembre, qui elles privilégieraient plus, pour faire perdre un maximum de gens, une expiration entre 42 000 et 48 000 dollars. Ce qui veut dire qu'en gros, que le Bitcoin a de grandes chances, enfin pas de grandes chances, mais en gros ce qui pourrait créer le plus de souffrance sur les options, c'est-à-dire quelle est la zone de prix à clôturer pour faire perdre un maximum de traders d'options, et c'est ce que cherche généralement le marché à faire perdre un maximum de gens, parce que les pertes d'un maximum de gens, en fait, fournissent les gains de la minorité, c'est comme ça que ça marche. Et donc ici, pour que la minorité puisse gagner, il faut que la majorité perde. Et pour que la majorité puisse perdre, il faudrait être entre 42 000 et 48 000 dollars pour le 31 décembre. Ce qui veut dire que ça, on en a déjà parlé. Mais en gros, c'est la box de prix dans laquelle on devrait rester coincé, grosso modo. Enfin, on peut s'extirper de cette box, mais pour le 31 décembre, pour le 31 décembre, il y a de grandes chances qu'on soit dans cette box au final, que ce soit à 48, 47, 46, enfin peu importe, mais dans celle-ci. En tout cas, c'est ce qui arrangerait beaucoup sur les options. Ok. Donc ça, à garder en mémoire, mais ça je vais le noter. Box, enfin zone, euh, pour Max Pain Price, option 31 décembre. Comme ceci. Ok, donc hop, nickel. Sur du court terme maintenant. Alors, hier on essayait de voir si les acheteurs pouvaient récupérer le momentum, ils ont presque réussi, sauf qu'à la dernière minute, j'ai envie de dire, annulation ici. Donc pour l'instant, pas de retour de momentum des acheteurs. Ça, je vais identifier cette potentielle divergence qui pourrait se former, et qui pourrait donc annoncer un retour de momentum ensuite. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc elle n'est que potentielle, pas de reprise de momentum pour le moment. Ce qui fait qu'on pourrait faire un retracement ici, type zone de rechargement, ici, et continuer d'accumuler des vendeurs, si c'est le cas, sur cette descente. Le petit bémol hier, en gros, sur les contrats dérivés, sur les contrats perp, c'est qu'ici, on va le voir, on a accumulé un petit peu d'acheteurs. Donc là, dans cette phase de range, le ratio long s'est remis à monter, avec un open interest qui est monté légèrement ici, rien d'exceptionnel en comparé à cette grosse hausse d'open interest ici, ce qui fait qu'on a un petit peu d'acheteurs qui sont venus acheter sur les contrats dérivés. Enfin, en tout cas, il y a un peu de sang à faire couler du côté des acheteurs potentiellement. Est-ce qu'on a fini ici? Pourquoi pas? Je sais pas pour le moment. Ça reste du range, hein, donc ici ça reste une zone de consolidation. On pourrait très bien avoir un breakout aussi ensuite, si les acheteurs récupèrent le momentum. Mais si ce n'est pas le cas, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit peu de sang à faire couler au sud. J'ai envoyé ça ici. Donc là, on a justement les liquidations sur le Bitcoin. Et on nous détecte des pics de liquidation dans les 47 000, 47 500, 48 000 sur du court terme. Donc des zones peut-être à venir chercher. C'est pas une science exacte encore une fois. Mais en gros, ça signifierait que les acheteurs récents là qui sont rentrés ici, donc ici, faudrait venir en gros quelque part par là pour les sortir. Pourquoi pas? Si le marché est vraiment à la recherche de ces liquidations. Et ce qu'on aimerait voir pour un squeeze haussier par la suite, après les options, pendant, enfin on verra. Pour l'instant, le marché a l'air de privilégier une expiration au niveau du max pain price pour les options. Donc encore de la consolidation pour fin décembre. Mais à ce moment-là, en gros, ce qu'on aimerait voir, c'est si le marché continue de chuter comme ça, de continuer de voir l'open interest grimper, ce qui veut dire que des positions s'ouvrent, ok. Et idéalement que ça se fasse avec des spreads négatifs,
Donc dire que la pression vendeuse est plus importante sur le perp que sur le spot, et idéalement de revoir un ratio short monté. Si on a ces conditions, on continuera d'accumuler du short et en gros ça donnera plus d'énergie pour faire le squeeze ensuite et défoncer les vendeurs. Plus il y a de short, plus il y a de liquidation à venir chercher, plus le mouvement peut être violent. Et plus ça témoigne aussi d'une capitulation des acheteurs, parce que quand les gens shortent sur le contrat dérivé, bah, c'est qu'ils sont pas bullish. Ceux qui le font, c'est qu'ils se hedgent et ce sont des traders plus avancés. La grande majorité ne se hedge pas. Quand quelqu'un vient shorter sur les contrats dérivés, c'est qu'il a probablement vendu sur le spot également. Et donc ça redevient au futur acheteur sur le spot et un mec qui se fait liquider sur le contrat dérivé. Donc ce qui donne justement de l'énergie pour monter plus haut. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin. Honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Attendons l'expiration des options. Si jamais on a un breakout haussier à tout moment, voilà, par exemple, pendant que le marché américain ouvre aujourd'hui, d'un coup, hop, on fait ça, tant mieux, ça pourrait nous ramener plus haut. Maintenant, faut pas se précipiter, le mieux, ce serait de continuer d'accumuler beaucoup de vendeurs jusqu'aux expirations d'options pour clôturer au niveau du max pain price et ensuite, voilà, tranquillement remonter et cette fois-ci aller défoncer tous les sommets précédents, donc tous les stops et déclencher le short squeeze et au final faire une grosse structure de retournement. Pourquoi pas. Également, BNB, c'est ce que je disais aux élèves tout à l'heure, qui est un bon indicateur de marché. Et pour l'instant, il ne prend pas de direction non plus. BNB a souvent de l'avance sur le marché, le breakout, souvent. Et pour l'instant, BNB, pareil, toujours dans son range, aucune direction prise. Si BNB breakout, par exemple, dans les prochains jours, Bitcoin le suivra. Mais pour l'instant, BNB ne break pas non plus pour le moment. Donc, on pourrait se dire que ce marché n'a pas encore pris de direction claire pour l'instant. Ça reste de la consolidation. Alors, du coup, on va parler rapidement de macroéconomie, c'est assez important, j'en parle vraiment très rapidement. Alors ici, on a les assets à risque, dont Bitcoin, on met Bitcoin de ce côté-là également, donc du côté des assets à risque. Le S&P qui est en train de se reprendre, donc on verra si on peut avoir cassure des 4700, on voit que c'est une grosse résistance ici. On est bloqué sous cette résistance depuis début novembre. Si ça break, tant mieux. Ça signifiera qu'il n'y a aucun signe de top, il n'y a pas de top de marché ici et qu'on va continuer de monter, tout simplement que le S&P veut ses 5000 points pour 2022. Le pétrole, pareil, qui pourrait faire un big W ici, donc montrer que les assets à risque sont les assets forts du moment, et le Bitcoin pourrait suivre ensuite. Également à surveiller ici, donc là je vais aller faire un point dessus, ma chart est ici je pense, ouais. C'est le dollar index. Alors le dollar index qui est dans un énorme range pour l'instant, les premières divergences, en weekly on a des premières potentielles divergences qui pourraient se former ici. Donc là si ça se confirme, ça indiquerait une perte de momentum en échelle hebdomadaire. Pour l'instant c'est pas encore confirmé, à voir si ça se confirme. Et en daily pareil, ça pourrait arriver aussi. Là, si on se met à venir avaler, alors où ça? Si on se met à venir avaler le creux le plus bas entre tous ces sommets qui est... Alors ici j'ai l'impression, ouais. Donc il manque pas grand chose pour confirmer ces divergences et potentiellement déclencher un retracement sur le dollar index. Également quand je regarde le quote, donc comment se positionne la smart money était extrêmement bullish avant le breakout, donc eux ils ont acheté avant le breakout ici, et donc ils ont commencé à distribuer à partir environ du 18 octobre ici, et depuis la montée ça distribue un petit peu. En tout cas la smart money ne fait plus partie de ce mouvement pour l'instant. En tout cas de ce qu'on voit sur le quote, c'est que la smart money qui avait acheté avant le breakout, elle ajoute pas plus de positions en longue. Voire elle réduit un petit peu son exposition même. Ce qui veut dire que il y a de la prise de profit qui est faite. Et donc, justement, c'est ce qui fait qu'on a ce range ici. Et ce qui m'intéresse de voir, c'est de voir si le code va continuer de chuter. Si c'est le cas, c'est que la smart money continue de distribuer et qu'on aurait potentiellement un mouvement baissier à venir. Pourquoi pas. Et le dollar index, le Bitcoin adore quand le dollar index est faible. Puisque le dollar index montre la force du dollar contre les autres monnaies fiduciaires. Ok. Le Bitcoin peut être comparé à une monnaie, entre guillemets, ou en tout cas devient un concurrent, entre guillemets, des autres monnaies, hein, pour le dire vite. Mais en tout cas, le Bitcoin est fort quand le dollar index est faible. Si je vous montre rapidement la charte ici, alors, quand le dollar index pump, le Bitcoin dump. Quand le dollar index consolide ou dump, le Bitcoin pump. Le S&P de même et le pétrole de même quasiment tout le temps. Est-ce que j'ai un autre exemple? J'essaie de vous montrer ça. Ça, vous connaissez, hein, si vous suivez mes briefs, que les corrélations dollar index et Bitcoin sont très intéressantes. Alors, dollar index ici pump, Bitcoin dump. Dollar index consolide, Bitcoin pump. Dollar index chute, Bitcoin pump. Ok. Très souvent une corrélation entre les deux. Et donc, là, si jamais
les indices, enfin, en tout cas le S&P 500 breakout au nord, que le dollar index commence à partir en M ici, et que le pétrole breakout aussi, il y aurait tout ce qu'il faut en termes de navigation de capitaux pour que le Bitcoin puisse performer également. Donc ça, on le voit. Hop. Donc ça, c'est important. Également, on savait que le fameux tapering allait arriver, ou en tout cas que, comment dirais-je, on savait qu'on allait bientôt avoir une hausse des taux, la Fed en parlait depuis longtemps, elle le faisait pas, là on sait que ça va être pour 2022, on sait on arrête le rachat d'obligations, donc ce qui fait que la création monétaire sera moindre, etc. Donc ça normalement c'est bon pour les monnaies. On savait que ça allait arriver, donc est-ce qu'on n'est pas dans un buy de rumeur, celle de news, sur le dollar index, où les gros ont acheté avant que la Fed annonce ça, et quand la Fed annonce ça, c'est entre guillemets le sell de news, et ça serait le moment du retracement, pourquoi pas. Ok, ça c'est un truc à garder dans notre tête, mais en tout cas la smart money était beaucoup bullish avant que la Fed annonce ça, et quand la Fed acte la chose, on voit que la smart money se met à distribuer, donc comme une impression que la smart money est dans une optique de buy de rumeur, celle de news, et si le dollar index retrace, Bitcoin pourrait en profiter. Également regardez, c'est le momentum de Coinbase, ou en tout cas la charte de Coinbase, donc l'action Coinbase, très corrélée au Bitcoin, ce qui est totalement normal. Pour moi, Coinbase reflète l'intérêt qu'ont les institutions pour le marché crypto. Quand Coinbase est bullish, le Bitcoin monte. Quand Coinbase est bearish, le Bitcoin chute. Et pour moi, ça montre vraiment l'intérêt qu'ont les instituts, plutôt le marché américain, pour le Bitcoin, les institutions américaines, je dirais. Et pareil pour Riot et Mara, qui sont des actions qui tournent autour de la blockchain. Riot, qui est une société de mining, si je dis pas de conneries. Et ici, quand Riot et Mara sont bullish, le Bitcoin l'est aussi. En tout cas, ça témoigne de l'intérêt qu'ont les institutions, encore une fois à nouveau, pour le marché crypto. Et pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Riot, aucune structure de bottom et pas un rebond assez conséquent. Mara de même et Coinbase de même. Donc si, au cours des prochains jours, on commence à voir des structures se poser et sur Coinbase et sur Riot et sur Mara, on se dirait que la smart money rechoisit du côté des assets à risque la crypto-monnaie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui est privilégié ? C'est le pétrole et le S&P 500. Donc d'abord, on privilégie du côté des assets à risque les indices et les actions, le pétrole, et ensuite on verra si on veut acheter encore plus de risques, et à ce moment-là, les cryptos viendront. Mais en tout cas, la smart money privilégie toujours cet ordre indice-action. Ensuite, pétrole, ou même des fois plus le pétrole que les indices et les actions. Et ensuite, ce qui arrive ensuite, c'est généralement les cryptos. Mais en tout cas, j'ai l'impression, et de ce que je vois, qu'en termes de diversification de portefeuille du côté de la smart money, c'est très très souvent d'abord indice action, ensuite pétrole et ensuite les cryptos, qui arrivent en dernier dans une diversification de portefeuille ou quand on essaye de réinjecter plus de risques au sein du portefeuille. Donc si on break ici, d'ailleurs j'ai mis une alerte il me semble, mais je vais en remettre une. Hop, si on break ici, extrêmement positif pour le S&P 500, qui pourrait finir du coup l'année en beauté et commencer 2022 comme il se doit, sachant qu'on a un pétrole aussi qui est plutôt dans cette optique aussi, j'ai l'impression de vouloir sortir de ce mouvement correctif et de reprendre ici potentiellement quelque chose d'intéressant. Ça serait à voir, bien évidemment. Hop, je remets ici S&P 500. Tac. Et donc ça, vraiment à surveiller. Et si les directions sont haussières, le Bitcoin pourrait accompagner, bien évidemment, et aussi le dollar index à surveiller. Si le breakout au sud, il y aurait vraiment tout pour que le Bitcoin puisse performer, en fait. Bon, ça sera à voir, bien évidemment. J'ai fini le point macro, je fais un point rapidement ici, hop, sur les spreads, donc Bitcoin toujours des spreads négatifs. Sur Binance, hop, je vais passer en grand écran. Donc sur Binance, spread négatif, sur OKEx, neutre, FTX, ça chute, mais on aimerait bien que ce soit dans le négatif aussi. Et sur Bybit, c'est redevenu négatif, c'est redevenu légèrement positif ici, ce qui a témoigné d'un, comment dirais-je, je vais dire d'un encouragement, enfin en tout cas d'un espoir que ce marché puisse breakout au nord. Et donc là, on retourne dans le négatif. Donc il suffit d'un rien, maintenant de micro-dip pour que le sentiment redevienne pessimiste assez rapidement. Donc ça, c'est une bonne chose. Dès qu'on redump, le pessimisme revient, les gens ne sont pas confiants pour acheter ces dumps. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, il n'y a pas une demande très importante sur les contrats perpétuels. Ça, c'est bien. Franchement, c'est une bonne chose. Sur Ethereum, de même, hier soir, on a eu des spreads un petit peu positifs. Non, avant-hier soir, pardon. Des spreads un petit peu positifs. Donc, un petit regain comment dirais-je, d'espoir. OK, spread positif, FTX aussi, on retourne dans le négatif, ça c'est bien, et sur Bybit aussi, légèrement on revenait dans le positif, même encore hier après-midi, on retourne dans le négatif, donc les dips suffisent, entre guillemets, à pas mal, en gros à faire peur et réinstaurer le pessimisme au sein du marché. C'est un sentiment qu'il faut, c'est bête à dire, c'est comme ça que ça marche. Quand les gens sont pessimistes, ça permet au gros de racheter avec des ordres limites et d'accumuler tout simplement. Quand les gens sont très optimistes,
C'est qu'ils sont en train probablement d'acheter et que la smart money ne peut pas acheter là où les petits poissons achètent. C'est comme ça que ça marche, hein, parce que les gros poissons ont besoin de la liquidité des petits poissons. Si les petits poissons achètent, la smart money, comment elle achète? La smart money, elle a besoin d'acheter quand les petits poissons vendent. Exemple, ici, sur Bitfinex par exemple, où ça se voit bien. Sur Bitfinex, il y a quasiment que des whales maintenant. C'est un exchange qui a été déserté par 90% des utilisateurs. Et si on regarde bien, par exemple, ici, là, voilà, la smart money qui pose les gros ordres et qui attendent tranquillement qu'on vienne les fils petit à petit. Voilà. Comme ça que ça marche au niveau de la smart money généralement. Ils posent les ordres, les poissons vendent dans leurs gros ordres. Ils aspirent le supply et ensuite on refait pumper et ça force ceux qui ont vendu les bottoms à racheter plus haut et c'est ce qui permet justement à la smart money de distribuer à nouveau. Exemple, alors je pense que ça se verra mieux comme ça peut-être. Ouais. Ici, hein, quand la smart money voilà, remet des ordres de vente et que les petits poissons achètent dans ces ordres de vente, ce qui leur permet de distribuer. C'est comme ça que ça marche généralement. Alors, par contre j'ai vu que ça bug un petit peu. Ok, on est bon. Très bien. J'ai fini pour Bitcoin et Ethereum, pas grand chose à dire de plus. Peut-être Ethereum graphiquement, quelque chose à ajouter. Non, pas de direction claire non plus prise sur Ethereum pour l'instant. La volatilité se réduit. De ce que je vois, c'est une petite zone de combat ici qui est en train de se former au sein du range. Donc, point bear ici et point bull ici, il faudra attendre une direction. Si ça part en M, bon bah c'est baissier bien évidemment, donc direction baissière, hein, tac tac tac. Si ça part en W, bon signal et on ira probablement péter le range et on redeviendra bullish. Donc là c'est un peu la zone de combat court terme, la volatilité se réduit, range entre 3000, enfin zone de combat entre 3640 et 4117 dollars. Alors ensuite, pour finir, on parle donc de Matic et de CKB. Donc Matic, nouvelle ATH, c'est bien, ça donne un signal aux investisseurs que ce marché en a plus dans le ventre, a plus de potentiel techniquement. Je vais prendre une charte plutôt clean ici, x2 divisé par 2. Pour ceux qui me demandent, c'est juste pour avoir une charte sur laquelle je n'ai rien d'inscrit. Ici, ça change pas le prix ni rien, ça change pas la charte, hein, c'est juste pour avoir une charte ici clean. Et donc, quelle structure voyons-nous? Nous voyons des W dans des W. Donc ça témoigne d'une dynamique qui est haussière, que les acheteurs ont le contrôle de ce marché sur une échelle hebdomadaire. C'est positif, c'est-à-dire que les acheteurs ont le contrôle de la dynamique. Également, quand on regarde le momentum, ici, pareil, W sur le momentum, ça témoigne aussi d'un momentum qui est haussier. La force du mouvement est haussière. Et elle s'intensifie, c'est-à-dire que les acheteurs prennent de plus en plus de force, ce qui veut dire que ce mouvement haussier peut devenir de plus en plus fort. Est-ce que c'est une raison pour acheter? Pour certains, oui. Pour des investisseurs, oui. La cassure d'un ATH est un signal que le marché en a plus dans le ventre et donc il peut aller chercher plus haut et qu'il y a un trade intéressant pour eux. Est-ce que c'est une stratégie que j'utilise personnellement? Non. Pour moi, ici, un investisseur, pas dire qu'il arrive trop tard, mais il arrive pas au meilleur moment. Et mon but en tant qu'investisseur, c'est d'essayer d'arriver au meilleur moment. Pour les plus anciens qui s'en rappellent, sur Matic, on avait identifié SW Weekly à l'époque, ici. Donc c'était en en janvier 2021. Donc ici, on voit la date. Et c'est là où je vous en parlais du Matic à ce moment-là, sur cette structure ici. Faible capitalisation, holdé par des grosses whales qui ont accumulé massivement dans ce range. Enfin, si vous retrouvez les briefs de janvier 2021, vous pourrez voir ici pour Matic. C'est comme ça qu'on avait identifié. Et donc ça, c'est un marché qui est à plat, faible capitalisation. Oui, c'est intéressant pour un investisseur. Là, le potentiel de l'asset, le gros du potentiel a déjà eu lieu. Il a déjà fait ici, depuis le signal, 12 000%. Enfin, moins parce que c'est aux environs des 4 centimes. Donc si on prend ici environ 5400%, donc le potentiel a déjà eu lieu. Maintenant, pour quelqu'un qui veut surfer sur la tendance haussière de Matic, oui, ça pourrait se faire. Ok. Et donc, quels seraient les objectifs? Alors, premier objectif depuis la cassure de l'ATH, vous savez comment je fonctionne. Extension de 161,8 à 200%, ce serait de venir entre 4 dollars grosso modo et 4,78 $. Donc, c'est un peu les objectifs pour Matic, entre 4 et 5 dollars en cas de breakout de de cet ATH. Donc là, c'est ce qu'il faudrait faire, le fameux breakout, en gros. Ok, bien breakout, confirmé pour qu'on puisse aller chercher plus haut. Maintenant, en weekly, tout va bien. On regarde en daily ici. On va voir le momentum. Alors, petite divergence baissière qui s'était dessinée. Donc, petite perte de momentum. Ça, c'est à surveiller. Les premières divergences ici en daily. Ça ne veut pas dire que le prix va chuter, que ça y est, c'est le moment de tout vendre, etc. Non, ça veut simplement dire que notre marché consolide. Et là, de ce qu'on voit en daily, oui, il était en train de consolider. Il est en train de choisir une direction haussière. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce marché est haussier. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Ce marché reste haussier. On va regarder les spreads, c'est-à-dire ici on va voir le sentiment des investisseurs, enfin le sentiment des traders qui tradent sur des contrats dérivés. S'il y en a, je ne sais plus du tout s'il y en a, je pense que oui, il y en a. Donc moi je vais regarder ici
le sentiment de ces traders-là. Parce qu'ils sont un petit peu trop euphoriques. Du tout, le spread ici est négatif. Je vais regarder ici. Ok, le spread est moyennement négatif. Ce qui veut dire que les traders ne sont pas dans l'euphorie ici. Ils sont même plutôt pessimistes. Plutôt tendance à essayer de shorter le Matic, à penser qu'il va chuter. Donc ça, c'est ce qui fait que le Matic, justement, peut monter. Si on regarde ici, quand les spreads sont très élevés, c'est un moment de vendre. Quand les spreads sont négatifs, c'est un bon moment pour acheter, ou très neutre. Ici, très négatif. Là, c'était des bons moments pour recharger en Matic. Également, quand on est investisseur, on cherche à acheter où? Vous savez très bien, les zones de rechargement. Un investisseur va toujours se focus, se concentrer dans les zones de rechargement. Donc là-dedans. C'est là où les gros sont rentrés très très probablement dans ces zones de rechargement. Tout ce qui revenait en zone de rechargement, ils l'ont acheté. Donc là, ici en mai, ici en juin, et ici au mois de juillet, et c'était le bottom. Donc là, leur objectif, c'est probablement de vendre ça plus haut, bien évidemment. Également, en termes d'objectifs, je vais vous en donner des autres sur ce rallye haussier. Mais en tout cas, c'est bien de voir que les spreads sont négatifs. Hein. Alors, hop, et hop. Donc, 100% venir chercher, 3,30$, ça pourrait être un objectif de vente. Ensuite, 4,96$, donc proche des 5$. La recommandation que je vous donne toujours, c'est d'essayer de vendre avant les chiffres ronds psychologiques. Donc, les chiffres ronds, par exemple, à 5$, etc. On essaye de vendre un petit peu avant, de prendre de cours, si ça se dit, enfin, je sais plus. Bref, on essaye ici de vendre avant la majorité des gens qui essayent de vendre à 5$, ok? Ou à 6$, etc., etc. Donc on essaye de vendre un petit peu avant. Donc par exemple ici pareil, si vous avez du Matic et que vous essayez de prendre des profits, le faire un petit peu avant 3$, ça serait intéressant, 2,95$, 92$, 91$, pour ici essayer de couper l'herbe sous le pied à ceux qui veulent vendre à 3$, etc., etc., etc. Également, vous regardez en termes de capitalisation, quelle serait pour vous une capitalisation réaliste et objective sur le Matic. C'est-à-dire qu'actuellement, il a 18,4 milliards de capitalisation. Pour vous, ce serait quoi une capitalisation réaliste à atteindre? Donc on peut regarder par exemple au sein des secteurs dans lesquels il évolue. Par exemple, ici, son prochain concurrent, ce serait potentiellement XRP. Ils n'ont rien à voir, hein, mais ici, en gros, ils sont dans le secteur des entreprises solutions. Et le premier dans ce secteur-là, c'est XRP, qui a environ 45 milliards de cap. Sinon, vous regardez au sein du market cap, objectivement, c'est pas parce qu'on a du Matic qu'on se dit ok, bah moi, je me dis ok, il va être derrière Bitcoin, il va être deuxième. Non, faut être réaliste quand même. Et pour vous, par exemple, est-ce que Matic, il a sa place devant un Shiba? Si oui, bah vous savez que Matic va enfin pas vous savez, mais vous donnez en objectif, ok, moi, Matic, il peut dépasser le Shiba en termes de cap. Est-ce que Matic, il peut dépasser le Doge en termes de cap? Est-ce que pour vous, Matic, il a une place supérieure au Doge? Et ça, c'est une question personnelle que vous posez. Ok, ça, d'ailleurs, vos avis m'intéressent, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vois par exemple Matic dépasser Avax, mais pas dépasser Luna en termes de market cap. Donc, vous savez que grosso modo, 30 milliards, ça va être difficile à vous. Vous estimez que 30 milliards, c'est une capitalisation élevée pour Matic, donc vous pouvez essayer de vendre quand il aura entre, par exemple, 25 et 30 milliards, ça sera vos zones de profit. Si vous dites non, pour moi, Matic, vraiment, il a sa place au-dessus d'un Cardano, bah vous dites à ce moment-là, ok, Matic, il peut dépasser les 44 milliards de cap. Et donc, vous savez que grosso modo, son prix peut faire encore plus d'un x2, x2, x2,5 environ. Donc, à ce moment-là, se diriger vers du 5 à 6$, donc ce serait des zones de vente pour vous. Si vous dites non, pour moi, Matic, il peut même dépasser le Solana, par exemple, à ce moment-là, vous visez du 50 à 60 milliards de market cap, etc., etc. Ça, c'est personnel, ça dépend exclusivement de vous. Sachez que si vous investissez dans le Matic et que vous êtes débutant, vous investissez sur un asset qui est déjà 14e en market cap. Ce ne sont pas les assets sur lesquels vous allez faire les plus grosses plus-values, ok? Parce qu'ils ont déjà performé énormément. Par exemple, Matic, si je reviens dessus, normalement ici, il y a un truc d'historique. Voilà, historical snapshots ici. Par exemple, le Matic, quand on avait vu le signal d'investissement en janvier 2021, pourquoi c'est un investissement intéressant? Pas 2018, ça n'existait pas encore, enfin pas à ma connaissance. Ici, janvier 2021, quand il coûtait 3-4 centimes à l'époque. Ça, c'est en gros, c'est tous les assets le 3 janvier, donc quand le Bitcoin, par exemple, coûtait ici 32 000$. On regarde où est Matic. Alors, je vais faire un CTRL F parce que je vais peut-être pas le trouver comme ça. Il était 113e au market cap et il avait une capitalisation d'environ 96 millions. 96 millions.
96 millions, c'est une faible capitalisation. Ça témoigne justement qu'il peut performer énormément parce qu'il a une faible capitalisation. En tout cas, s'il a un gros potentiel, le potentiel est devant lui, donc c'est à ce moment-là qu'il pourrait performer, bien évidemment. Ok. Donc là, ici, franchement, 96 millions de cap, c'est assez faible. Actuellement, il a une capitalisation beaucoup plus élevée. Donc là, Matic, pour un investisseur long terme, il avait plus de rendement. Même Solana, par exemple. Solana, 2 $, ça coûtait environ, c'était environ capitalisé à 100 millions de dollars. Solana, c'est environ 50 milliards maintenant. Ok, donc là, on a, en tant qu'investisseur, vous arrivez entre guillemets un petit peu tard si vous voulez un gros potentiel. Si vous êtes un investisseur qui veut acheter des assets à gros potentiel, il faut plutôt se focus sur des plus petites capitalisations. Donc là, je prends un exemple. Je vais dans le top 200 par exemple. Si vous estimez que par exemple Swissborg, je prends un exemple au hasard, que Swissborg a un gros potentiel, bah, il a encore une faible capitalisation. Et si jamais il atteint un jour 10 milliards de market cap, ça fera de lui un asset qui aura bien performé. Par exemple, IOST ou CKB dont on parlera ensuite. CKB, par exemple, en termes de performance, il pourrait avoir une performance plus importante que le Matic, pas le dépasser en termes de market cap, mais faire une plus-value plus intéressante. Par exemple, CKB, si un jour il vient à 6 milliards de market cap, il ferait x10 et il aurait toujours un market cap plus faible que le Matic. Je sais pas si vous suivez un petit peu, mais si vous êtes débutant, c'est une chose que vous devez regarder et de vous dire que des trucs qui ont déjà des grosses capitalisations, c'est pas des investissements sur lesquels vous allez faire des grosses plus-values parce que le potentiel a déjà eu lieu. Par exemple, le gars qui a investi dans le Bitcoin en 2022 à 70 000 $, faut pas s'attendre à faire un x 100. Alors que le gars qui a investi en 2010, il a pu faire un x 1000 voire plus. Vous comprenez un petit peu là où je veux en venir. Mais le but, c'est de toujours d'essayer de faire partie des early investors. Donc les investisseurs du début. Sur Matic, les early investors, c'était nous, entre guillemets, en janvier 2021, quand on en parlait l'année dernière. En toute humilité. Là, on n'est plus dans des early investors, on est déjà dans le top du market cap. En revanche, CKB, par exemple, vous pouvez être considéré comme des early investors, vu sa capitalisation plus faible. Et encore, on est à environ des 500-600 millions. C'est une capitalisation moyenne, pas très petite. Si je prends des autres assets avec des capitalisations plus faibles, oui, vous pourriez être considéré comme des early investors. Par exemple, je sais pas, on va dans le top 400. Je prends un truc au hasard. Allez, le TRU. Enfin non, ça, on s'en fout. Alors, encore plus petit, environ 100 millions. Voilà, hop. Par exemple, je sais pas moi. Un truc avec un fondamental qui peut ne pas être trop dégueulasse. Admettons le BAL, par exemple. BAL, 125 millions de market cap. Là, oui, les gars qui s'intéressent à ce projet sont plutôt early investors. Ok. Alors, du coup, je vais faire l'analyse de CKB. Parce que Matic, honnêtement, j'ai fini à part dire que c'est bullish et qu'on est plutôt dans un environnement où là, on est dans un environnement où c'est plutôt les traders de tendance qui s'intéressent à l'asset et pas trop les investisseurs. Les investisseurs, vous pouvez vous y intéresser, mais là, c'est vraiment long terme. Si vous êtes là pour un objectif de 1 an, 2 ans, il y a plus intéressant ailleurs. Mais en tout cas, pour les traders de tendance et pour ceux qui aiment trader les momentum forts, c'est-à-dire en gros pouvoir rider un mouvement haussier, Matic va vraiment vous intéresser. Et donc le CKB USDT est juste ici. Là, ok. Alors, on se situe où? Techniquement, on est où sur CKB? On est dans une zone de rechargement, je pense. Je vais vérifier ce que je dis. Mais normalement, oui. Exact. Même dans une zone de rechargement secondaire, quasiment. Donc là, on est dans la zone de rechargement long terme, c'est-à-dire dans la zone où les investisseurs vont chercher à se positionner dans toute cette zone. Ça, je vais retirer, mais là, dans la zone en gros, sur tout ce qui est inférieur aux environs des 2 centimes de dollars, c'est la zone où les investisseurs s'intéressent au CKB. Je vais ajouter ici mon indicateur de spread s'il y en a un, pour voir le sentiment des investisseurs. Est-ce que les investisseurs sont lessivés sur ce truc ou pas? Malheureusement, dommage, il n'y a pas de contrat perpétuel. Ici, je ne peux pas savoir, récupérer le sentiment facilement ici. Donc ne calculez pas ça, ici c'est Matic, c'est pas à jour pour CKB. On regarde. Alors, l'OBV est comment? L'OBV a fait un nouvel ATH comparé au mois d'avril, ce qui signifie que l'argent rentre énormément ici pour l'instant sur le CKB. Donc il y a des investisseurs agressifs qui achètent ce truc agressivement et qui accumulent le supply. C'est potentiellement bon signe. Ensuite, le momentum. On peut regarder ça rapidement sur du court terme, je vais zoomer un petit peu. On commence à avoir nos premières divergences qui sont en train de se confirmer. C'est une question de temps. Donc là, c'est confirmé pour certains, pour d'autres, creuse des zéros comme d'habitude. Pour moi, ici, c'est déjà confirmé, mais le creuse des zéros serait mieux. On a les divergences, ce qui veut dire que ce mouvement baissier commence, les vendeurs perdent de force sur ce mouvement baissier. Également, on peut y voir une trendline ici qu'on a breaké, on est de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est une structure de l'autre côté de celle-ci.
Donc là, idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est petit W qui se forme au sein de la zone de rechargement, idéalement quelque chose comme ça. On n'est pas obligé de faire un nouveau plus bas, mais idéalement, c'est ce que j'aimerais voir, que la structure se fasse dans la zone de rechargement. Ça serait mieux. Idéalement, ce serait mieux. On n'oublie pas qu'on est sur un market cap qui est plus ou moins moyen, on n'est pas sur un market cap très élevé, donc un investisseur, si le projet est bon, pourrait justement se faire une plus-value. Vous regardez, on appartient à quel secteur ici. Alors ça, c'est les hedge funds qui sont dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de hedge funds qui sont dessus. Yes, il y a beaucoup de hedge funds qui sont dessus. Et là, par contre, on n'a que les taxes des hedge funds. On n'a pas ici, ça appartient à quelle catégorie, ça? Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, il y a beaucoup de hedge funds qui sont positionnés dessus. C'est bon signe. Je vais aller regarder ça aussi sur Messari. On va regarder si je peux avoir d'autres informations supplémentaires. Alors, profile, investors. Ok, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont dessus, des fonds d'investissement dans le monde entier, du côté de Chicago, des États-Unis, de Shanghai, dans le Texas, en Chine, à Hong Kong, à San Francisco, Los Angeles, etc., etc. Donc, partout dans le monde entier, il y a des fonds d'investissement qui sont dessus. S'ils sont dessus, c'est qu'ils estiment que, fondamentalement, c'est bien. Quand je vous montre l'étude d'une bulle d'un marché financier, généralement, les altcoins connaissent des cycles type de bulle. Ok. Si on regarde ici, alors, est-ce que ça peut bien fonctionner ou pas? Est-ce que ça peut charger? Alors, ça a du mal. Aïe aïe, dommage. Bubble Market. Alors, Bubble Market schéma, est-ce que je peux trouver? Voilà. La smart money, c'est les hedge funds. Et donc, on appelle ça des investisseurs institutionnels, les early investors, les investisseurs du début. Vu qu'il y a beaucoup de hedge funds et que le truc n'est pas très parabolique, on pourrait estimer qu'on soit dans cette phase ici. Qu'on ait connu le take-off, le first sell-off, le bear trap et qu'on puisse connaître ensuite la grosse phase parabolique si ce projet justement attire le public. C'est-à-dire qu'en gros, ça, ce soit le first sell-off, donc la phase de bear trap. Donc en gros ici, hop, le first sell-off avec des investisseurs institutionnels dessus. On voit qu'ils sont déjà dessus. Donc en tout cas ici, ça intéresse les investisseurs institutionnels. Donc ça, on va le noter. OK. Et donc ensuite, une fois qu'on fera un nouvel ATH, si on en fait un, qu'on puisse entrer justement dans la partie où le public arrive, là où les traders particuliers s'y intéressent. Alors, on va regarder ça ici. Je vais mettre ça, et on va regarder du coup, ça s'appelle la phase du public, le média, enfin les médias en parlent, l'enthousiasme, la grid, etc. Ouais, je vais devenir riche avec le projet alors qu'il a déjà fait x100 par exemple. Je dis pas qu'il fera x100, hein, mais ça c'est pour vous donner un peu le schéma de la personne qui investit dedans. Par exemple, généralement un débutant peut se dire, et regardez pas les prix, regardez plutôt les capitalisations. Vous pouvez avoir un asset qui coûte 2 dollars, qui a une capitalisation de 10 millions de dollars, et un asset qui coûte 4 centimes et qui a une capitalisation de 3 milliards de dollars. Donc généralement, un débutant peut se dire, ok, c'est KB, c'est bien, ça coûte que 30 centimes, ça pourrait monter à 100 dollars un jour, je vais être riche. Non, parce qu'à 30 centimes, il sera déjà une capitalisation, par exemple, de faire 500 millions x 15. On serait au-delà, on serait entre du 5 à 10 milliards. C'est une capitalisation qui est plutôt élevée. Donc le prix ne signifie rien, c'est la capitalisation qu'il faut regarder. Donc là, on pourrait être dans la phase des early investors, avec les nombreux fonds d'investissement qui sont déjà positionnés dessus. Donc les hedge funds, tout simplement. Ok. Et ensuite, la phase du public. Alors, quel serait le signal pour essayer d'entrer ici? Simplement, ce serait le prochain W qu'on voit pourrait nous faire repasser dans une dynamique haussière. Il pourrait se dessiner ici. C'est un petit W, idéalement, il faudrait quelque chose de plus important. Donc, admettons quelque chose comme ça, idéalement. Tac, 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 tac. Ici, pour moi, un investisseur qui essaye d'entrer dans le CKB, ce qu'il attend, c'est juste une structure qui montre qu'on est prêt à reprendre une dynamique haussière, tout simplement. Chose que nous n'avons pas encore pour le moment. On est dans une dynamique qui est plutôt baissière. Pourquoi? Sur du court terme, ici sur du daily, parce qu'on voit des M. Tant qu'on ne voit pas de W, on ne reparlera pas d'un asset qui a une dynamique haussière. Également aussi, un truc tout bête, très débutant, je regarde le bien institutionnel. Tant qu'il est bearish, je ne touche à rien. Pour l'instant, il est bearish, je ne touche à rien. Dès qu'il redevient bullish, pourquoi pas? Ici, par exemple, il redevient bullish. Ok. Je peux suivre la tendance ici haussière. Ça peut être un indicateur comme un autre, très simple pour un débutant de savoir si on est plus ou moins dans un début de tendance haussière ou non. Dans un début de tendance haussière, les biais commencent à se retourner et ensuite la tendance, elle arrive. Donc il faudrait voir ça, EMA 9 qui passe au-dessus de EMA 18, qu'on puisse voir un truc comme ça et que les biais commencent à s'inverser. Et à ce moment-là, en tant que débutant, c'est très simple, vous pouvez identifier un début de tendance haussière comme ceci.
Ok. Et si jamais on est bien dans cette phase de early investors, bon bah à ce moment-là, on serait dans un first sell-off et la courbe ressemblerait à quelque chose comme ça, c'est-à-dire une parabole avec un blow-off top et un marché baissier ensuite, par exemple. Donc ça serait la fameuse phase dans laquelle le public, elle arrive avec une distribution ici lors du M-top. Donc ça en gros, ça serait la distribution. Là où le public arrive, c'est à ce moment-là que la plus grosse partie de la liquidité arrive et ça permet aux gros de vendre. Les gros ont besoin de beaucoup de liquidité. Donc quand les petits poissons arrivent en masse, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de liquidité pour les gros pour qu'ils puissent vendre. Et donc en gros, ça ce serait la phase où le public arrive, toute cette phase où on est dans la public partie, je vais l'appeler, où en gros les retails arrivent et achètent sans trop savoir pourquoi, parce que ça monte. Et ici, ils ne voyaient pas le potentiel du truc. Et donc les objectifs mathématiques, et là je m'arrêterai ici, ce serait grosso modo, garage zone ici. Premièrement, donc là c'est des objectifs faibles, hein, mais en cas de nouvel ATH, ce serait entre du 6 dollars, enfin 6 centimes, pardon, et du 8 centimes de dollars. Les premiers objectifs de profit, c'est-à-dire que si j'achète ici et que je vise un nouvel ATH, je chercherai à prendre profit entre du 6 à 8 centimes. Maintenant, si je veux des objectifs plus importants, on peut ajouter d'autres niveaux ici. Donc tous les niveaux supérieurs à 1, enfin à 200%. Donc ici 4,414, 4,272, 4,618, etc., etc., 2,414, 3, 4, 2,272, etc. Et ça ajoute des niveaux de prise de profit tout simplement. Et vous pouvez avoir les niveaux comme ça. Donc je vais les citer, 9 centimes, 9 centimes, 11 centimes, 12 centimes environ, 15 centimes, etc. Et avant aussi, les chiffres ronds psychologiques. Si on essaie de vendre à 15 centimes, on vend un petit peu avant, 14 centimes 2, enfin 0,142, 0,139, etc., etc. Essayez de vendre un petit peu avant les chiffres ronds. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Vous avez des documentations gratuites sur le Discord. N'hésitez pas, ça peut vous intéresser. Si vous souhaitez rejoindre l'école et apprendre plus comment acheter en tant qu'investisseur, idéalement reconnaître des patterns de vente, savoir prendre ses profits, etc. Vous pouvez rejoindre l'école, vous êtes la bienvenue. À ce stade du mois, il faut absolument rejoindre via les modalités crypto. Si vous voulez rejoindre via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire ou PayPal, c'est trop tard, il faut attendre le 1er janvier, ça se passe via le Patreon. En revanche, via les modalités crypto, vous pouvez le faire n'importe quand, à n'importe quel moment de l'année. Tout est expliqué dans le salon bienvenue, donc du Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs connectés ou pas, à un professeur absolument. On vous répondra. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain pour le prochain et dernier brief de cette semaine. Ciao ciao.